Bonjour chers internautes de Netic News Télévision et bienvenue à votre émission Peuple Mokondi. Nous allons aborder aujourd'hui 3 sujets importants d'actualité. Il s'agit de l'interpellation du ministre de la Défense Guy Kabongo au niveau de l'Assemblée nationale. Le député national Gratien Irakan interpelle le patron de la Défense sur l'insécurité dans la province de l'Ituri et du Nord Kivu. Nous allons aussi parler de la révision de la Constitution. La coalition C64 peut-elle empêcher tout changement? Cette coalition va naître aujourd'hui à Kinshasa dans les heures qui suivent. Bien avant, nous allons en discuter. Nous allons aussi parler de l'archevêque Évariste Edjiba Yamapia. Peut-il légalement conduire la coalition citoyenne pour la nation et appeler à la marche du 5 juin 2026? C'est autour de ces questions que nous allons parler. Alors pour en discuter, pour vous éclairer par rapport à toutes ces questions posées, je récite pour vous Monsieur John Mukongo à ma gauche, à qui je dis bonjour. Bonjour. Vous êtes analyste politique, proche du pouvoir. Proche du pouvoir. Voilà. Et puis à ma droite, c'est monsieur Jean-Roger Makimwena. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes de l'opposition politique. Bien sûr, je suis de l'opposition, précisément l'avenir du Grand Congo, AGECO en sigle, dans la famille politique. Approchez le micro. Dans la famille politique, FCC Sauvons la RDC. Voilà, bienvenue à vous deux. Nous allons commencer par les premiers sujets, annoncer l'insécurité dans la partie est du pays, précisément, M. Jean-Roger Makimwena, dans la province de l'Ituri et celle du Nord Kivu. Le patron, je voulais dire, de la défense nationale, Guy Kabongo, a été interpellé à l'Assemblée nationale pour avoir failli à sa mission. Vous, de l'opposition, ça vous inspire quel commentaire? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour la question. L'entre-deux-jeux, j'aimerais un peu marteler sur un point essentiel que nous avions déjà discuté avec vous. Je prends la situation de la nationale numéro 16, qui jusqu'à présent, malgré assez de copies que j'ai fournies au niveau du gouvernement central et provincial, jusqu'à présent, il n'y a rien qui ne va. Et la nationale numéro 16, sans oublier, c'est une route qui relie d'abord les territoires du Madimba et les territoires de Kimvula, alors que la même ligne relie encore l'Angola et la RDC. Et puis si vous prenez la route qui amène au territoire de Kimvula, ça vous induit directement encore à la province de Kwilu. Donc c'est juste une route qui relie plusieurs provinces, plus de 4 provinces dans notre pays. Mais depuis que nous avions commencé à interpeller les autorités compétentes, Madame la Première ministre et les gouvernements sortants Sama Lukonde, les gouverneurs Deonkou Jacques Mbadou, Guy Bandou, Bilolo qui est là, vraiment il n'y a aucune avancée. Et cette route aujourd'hui cause des dégâts en perte de vie humaine et à ce qui concerne aussi les matériels. Parce que les mamans qui font l'agriculture là-bas, il ne faut pas oublier que les gens se nourrissent que de l'agriculture. Alors que lorsqu'ils exploitent cela et qu'ils ont la marchandise pour vendre, ça pose un problème parce qu'actuellement les véhicules n'y arrivent pas. La route est coupée dans plusieurs parties. Dans les secteurs de Ngeba, n'en parlons pas. Les secteurs de Oungu, n'en parlons pas. Les secteurs de Fidimalele, les secteurs de Nkosiludi et Ali Amadimba. Or, dans notre temps aussi, cette route devait nous faciliter. Aujourd'hui, nous avons une politique commerciale. Et nous avons la République démocratique qui collabore avec l'Angola dans le marché de Loufou. Or, si on asphaltait aujourd'hui la route, la nationale numéro 16, ça va plus faciliter aussi les partenariats entre l'Angola et la RDC. Parce que je te dis, actuellement, même la boisson qui se vend ici à Kinshasa, si vous arrivez là-bas, ça se vend moins cher. Parce que la population est proche beaucoup plus de l'Angola. Mais à partir d'ici jusque-là, c'est 220 km. Et pour arriver jusqu'à la frontière de l'Angola et la RDC, à partir de la riposte jusque-là, c'est 268 km. Donc vous imaginez que si aujourd'hui l'État met le moyen, on asphalter cette route-là, ça va permettre à ce que les Congolais et les Angolais puissent collaborer d'une manière économique.
Voilà ce que je suis en train de demander aux autorités compétentes. Le message est passé, Merci. les autorités compétentes vous attendent. Alors, avant de vous reposer ma question de tout à l'heure, je vis sur les réseaux sociaux, vous êtes autoproclamé cardinal de la politique congolaise. Qu'en est-il? Ok, merci beaucoup. Je m'étais autoproclamé jeune cardinal de la politique en République démocratique du Congo. Parce que nous avons des cardinaux qui ne prêchent pas la politique, qui prêchent que la population sur la parole de Dieu, qui réunissent le peuple autour de la Bible. Et nous avons décidé, moi personnellement j'ai décidé de porter cette étiquette en tant que cardinal de la jeunesse congolaise, une jeunesse mature, intègre, demain, qui doit encore bloquer tout le chemin pour les vieux qui nous manipulent aujourd'hui. Cette idée m'est revenue, je dormais, je dis non, qu'est-ce que je peux faire? Je l'ai fait et beaucoup de gens m'ont appelé pour me dire quelle inspiration. J'ai dit oui. Parce que lorsque les cardinaux partent dans le télé, ils ne parlent plus politique, mais en réalité, ils interpellent les autorités politiques. Mais nous parlons à fond comme des cardinaux politiques, des choses qui n'ont jamais existé depuis l'existence de ce monde. Dans les droits canoniques pour les cardinaux eux-mêmes, pour devenir politique, il faut d'abord démissionner comme clergé, comme prêtre et tout, vous exercez votre domaine politique. Moi, je ne suis pas cardinal de Saint-Père ou nommé par le Saint-Père ou assisté par les cardinals Ambongo. Je suis le cardinal politique de la jeunesse congolaise. Très bien. Un cardinal qui veut lutter aujourd'hui pour une jeunesse mature, une jeunesse intègre qui est capable de faire face à tous les défis qui encore laissent notre pays jusqu'à présent dans un flou total. Voilà, revenons sur ma question insécurité dans la province de l'Ituri et dans la province du Nord Kivu. Je peux aussi ajouter dans la province du Sud Kivu. Bref, dans l'est du pays, il y a insécurité. Le patron de la défense congolaise, Guy Kabongo, a été interpellé à l'Assemblée nationale. Vous, de l'opposition, ça vous inspire quel commentaire? La situation de l'Est jusqu'à présent fait couler de larmes. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une zone qui est sous l'état de siège. Si vous prenez l'Ituri, c'est sous l'état de siège. Là, il y a le général Constant Ndima, je pense, si je ne me trompe pas. Et vous prenez le Sud Kivu, le Nord Kivu, une grande partie encore des villes stratégiques assiégées aujourd'hui sous l'autorité de l'AFC M23. Alors la question qu'on se pose est laquelle? Parce que le ministre est interpellé. Moi, je pense qu'interpeller le ministre, ce n'est pas une solution. La meilleure solution serait laquelle? Parce que le président lui-même, déjà dans son discours qu'il a tenu la fois passée, vous devez comprendre qu'il n'a pas la volonté de restaurer la situation de l'Est. Alors, combien à forte raison on veut interpeller les ministres de la Défense qui ne fait absolument rien? Vous dites que le président n'a pas la volonté de non, restaurer la paix dans la volonté. partie est du pays. J'ai des paroles intenses qui m'ont tiqué la fois passée lors de son discours, lorsqu'il a demandé pardon au peuple congolais, qu'il avait dû plus haut qu'à la moindre escarmouche, il devait faire la guerre au Rwanda. Alors le président a poussé ces raisons qu'il a été trompé par l'armée congolaise. Il n'y a pas aussi longtemps, il avait tenu un discours en Belgique où il avait dit qu'il n'a jamais tenu des propos belliqueux à l'endroit du président Paul Kagame. Alors si nous arrivons dans la résolution 12 ou 13 du Conseil international de sécurité, moi je pense que la meilleure solution serait que les gouvernements congolais puissent saisir les instances internationales, portent plainte contre l'État rwandais qui nous font la guerre. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, en 97, 98 jusqu'en 2001, l'Ouganda, en complicité avec Jean-Pierre Bemba, a vraiment massacré les peuples congolais. Et là, je parle du président Kabila qui était là. Et il n'a pas laissé la situation comme ça. Il a conduit cette situation jusqu'au Conseil de sécurité et certaines résolutions ont été appliquées. Il y a un procès en cours entre Kinshasa et Kigali, que je sache. Et moi, je ne suis pas au courant. Il n'y a que dialogue. Il y a des négociations entre Kigali, à Doha et à Washington et l'AFC M23. Il n'y a pas un procès entre le Rwanda et l'État congolais. Il n'y en a pas. Sinon, nous demandons au gouvernement congolais de pouvoir demander au Conseil de sécurité d'appliquer la résolution 12-13 parce que c'est la seule solution. Ceux qui meurent là-bas, ce sont nos frères, nos sœurs qui ont besoin de la vie.
La vie Voilà. humaine est sacrée comme le dit dans la Constitution. Car bien même certaines personnes aujourd'hui qui sont au pouvoir ont déchiré cette même Constitution, mais nous allons y arriver. Nous avons Constitution. toujours cette même Constitution. Donc, il doit prendre le temps de porter les Rwandais plainte au Conseil de sécurité pour que tout ce que nous sommes en train de traverser, que le Conseil de sécurité tranche une fois de plus pour que les Rwandais retirent ses troupes dans le sol congolais. Très bien. Monsieur John Mukongo, vous avez suivi l'intervention de Jean-Roger Makimwina. Je vous pose la même question, mais autrement. Aujourd'hui, le chef de l'État, celui qui est garant de la nation, celui qui a la mission d'imposer la paix dans la partie est du pays, alors qu'il y a toujours la guerre dans la partie au Nord Kivu, en Ituri, dans l'Est de manière générale. Pensez-vous que Tshisekedi a failli à sa mission d'imposer la paix dans la partie est du pays? Oui, merci. Pas du tout. J'étais d'ailleurs surpris lorsque mon co-débatteur le disait aussi avec beaucoup de courage que le chef de l'État n'a pas la volonté d'en finir avec la guerre à l'Est. Je suis étonné. C'est lui, excusez, c'est lui le commandant suprême des forces armées. Bon, alors là, je le lui concède, hein, je ne veux pas entrer dans ce débat. Le chef de l'État n'a pas failli à sa mission parce qu'il ne ménage aucun effort pour que la paix revienne à l'est du pays. Mais on peut voir très facilement que c'est l'opposition qui ne veut pas que la paix revienne, parce que lorsque le chef de l'État s'engage sur le plan diplomatique pour ramener la paix, il y a toujours des opposants qui cherchent à créer encore des lobbying pour bloquer, pour entraver à l'action aux initiatives du chef de l'État. Mais pour véritablement répondre à la question de l'interpellation du ministre de la Défense, moi je n'en voudrais pas au ministre, au député, il s'appelle comment, Gratien Irakan. Voilà, c'est un exercice parlementaire normal, mais moi je m'interroge beaucoup plus sur l'efficacité de certaines initiatives parlementaires. Bon, il interpelle les ministres de la Défense pour cause d'insécurité grandissante. Mais lui, en tant que député, il connaît les rôles que joue le ministre de la Défense dans l'architecture de l'armée. Le ministre de la Défense n'est pas le commandant suprême des forces armées. Il faut lire la loi portant organisation et fonctionnement des forces armées. C'est simplement, bon, je ne dis pas simplement pour minimiser, mais c'est un intendant. Lorsque vous lisez peut-être l'article, je crois, 17 ou quelque chose que si de la Constitution. Non, de la loi portant organisation et fonctionnement. Ok, voilà. Ça dit quoi? Conformément aux dispositions de l'article 93 de la Constitution, le ministre ayant la défense dans ses attributions a la responsabilité de son ministère et applique les programmes du gouvernement sous la direction et la coordination du Premier ministre. À cet effet, il veille notamment à l'exécution de la politique de la défense. Ça, c'est de façon globale. Du programme fixé et des décisions prises dans le domaine de défense. C'est-à-dire, il n'est pas, lorsque vous lisez la chaîne de commandement dans notre pays, conformément à cette loi, les ministres n'apparaissent nulle part. Et qui doit être interpellé alors quand il y a insécurité? Bon, lorsqu'il y a insécurité, c'est le ministre qui est l'interface entre le gouvernement et le Parlement. C'est de bonne loi qu'il soit interpellé. Mais moi, je m'interroge quant à l'efficacité de certaines interpellations. On fait certaines interpellations un peu comme pour dire, bon voilà, pour la consommation extérieure, on a vu un député interpeller un ministre, mais pour quelle finalité? C'est ça la grande question qu'il faut se poser. Parce qu'on sait très bien que la crise à l'est du pays est transversale, est très complexe et multidimensionnelle. Au lieu d'inviter ou d'interpeller un ministre, joignez-vous aux initiatives du chef de l'État pour qu'ensemble l'accord de Washington soit appliqué et la paix reviendra. Et chacun prend un peu des initiatives de façon isolée, on interpelle les ministres. Les ministres, par exemple, va dire quoi des spéciales? Quand on sait que les questions relevant de la défense sont généralement top secret ou secret défense, classé secret défense. Il va dire quoi à la représentation nationale? Quelques informations un peu approximatives, mais après, au fond, est-ce l'interpellation du ministre de la Défense peut conduire à la résolution de la crise sécuritaire à l'Est? C'est ça la plus grande question. Les députés interpellent, je suis d'accord, c'est l'exercice normal, mais après, pour quelle finalité?
C'est à cette question-là que certains députés doivent... Alors, vous accusez l'opposition de ne pas prêcher la paix, de ne pas vouloir la paix dans la partie est du pays. L'opposition, à son tour, vous accuse ceux du pouvoir, notamment le chef de l'État, d'entretenir la guerre pour s'éterniser au pouvoir. Il a dit clairement qu'il n'y aura pas d'élection pendant qu'il y a la guerre dans la partie est du pays. Mais ça relève de la logique élémentaire. Moi, lorsque j'ai suivi la conférence de presse du chef de l'État, je me suis dit tout de suite que le chef de l'État renvoie la responsabilité aux rebelles. Qu'est-ce qui empêcherait à Nanga et consorts d'arrêter la guerre maintenant pour ôter ces prétextes-là au chef de l'État? Et qu'est-ce qui empêchera Tshisekedi d'arrêter la guerre? C'est lui le garant de la nation? Non, c'est-à-dire, lorsque nous parlons de la question de la crise sécuritaire à l'Est, il ne faut pas le prendre aussi avec, bon, je ne dis pas légèreté pour dire qu'on le dit avec légèreté, mais comme si une question banale, non. La crise sécuritaire à l'Est est une question existentielle. Le chef de l'État l'a dit lors de sa conférence. Les Rwandais vont se battre, ou les régimes de Kigali vont se succéder à se battre jusqu'à ceux qui vont conquérir des terres au Congo. C'est ça l'objectif. Alors, même moi, lorsque je vois des Nanga, ce ne sont que des pantins, des gens qu'on utilise comme prétexte. Mais la crise sécuritaire à l'Est est multidimensionnelle. Ça ne trouvera pas de solution parce qu'on a interpellé les ministres de la Défense à l'Assemblée nationale. Non, pas du tout. On doit se joindre aux efforts du chef de l'État pour que l'accord de Washington soit appliqué, et c'est de cet accord-là que sortira la paix à l'est du pays. Voilà. Mon petit commentaire. Très bien, merci beaucoup. Nous allons prendre la révision de la Constitution. Aujourd'hui, il y a une coalition qui sera mise en place, M. Jean-Roger. C64. C'est la Constitution 64, c'est l'article 64 de cette loi mère de notre pays. L'objectif, c'est d'empêcher tout changement de notre loi mère en République démocratique du Congo. Vous de l'opposition, vous pensez que vous pouvez arriver à empêcher le chef de l'État, Tshisekedi, à changer la Constitution quand on sait que l'opposition est aujourd'hui divisée et les faibles, beaucoup de grosses pointures de l'opposition sont exilées. Je parle de Moïse Katumbi, je parle de Kabila Kabangé, je parle de Setski Kouni, de Claude Lubaya et bien d'autres qui ne sont pas sur place. Est-ce que vous allez mener l'opposition sur les réseaux sociaux ou bien sur le terrain? Écoutez, j'aime beaucoup cette rhétorique encore quand les gens disent que l'opposition est très faible. J'aimerais expliquer à la population qui est en train de nous suivre et le monde entier que l'opposition n'a pas qualité d'organiser des activités qui a pour objectif vandaliser les institutions de l'État, brûler les bus de l'État, comme ça a été à l'époque de l'IDPS. L'IDPS, pendant 32 ans de pouvoir, vous avez compris qu'ils ont commis beaucoup de bavures. Il y a même Étienne Tshisekedi qui envoyait le gens, d'ailleurs vous avez Prince Epeng qui vous dit certaines choses tout haut, qui envoyait même le jeune d'aller brûler le bis, d'aller causer des dégâts. Or, les bis qu'on brûlait ou les institutions qu'on vandalisait, ce n'est pas l'argent de Matata, ni de Kabila, ni de Mouzito qui était ministre à l'époque, ni de Kimbuta qui était gouverneur à l'époque. Cet argent, c'est notre argent. C'est l'argent du contribuable congolais. C'est ce qui s'est passé encore aujourd'hui à Kingabwa. On a brûlé tout un dépôt de bus de Transco. Nous sommes en 2024 ici, c'est pas longtemps, parce qu'on avait ramené une compagnie soi-disant qui devait fabriquer le bus Mercedes. Et pour effacer l'histoire précédente, ils ont brûlé les bus de Transco. Et ça, c'était encore un crime à ce qui concerne l'avenir de l'État. Tshisekedi doit partir. Tshisekedi partira parce que ce qu'il achète sous son pouvoir, ce n'est pas son argent. Ce n'est pas l'argent que Tiens Tshisekedi a laissé. Ce n'est pas l'argent des Kabouya. Au contraire, ce sont eux qui sont profiteurs des rémunérations de la République. Alors que cette République attend encore une révolution, une restauration sur l'ensemble de la République, on doit sentir que l'État existe réellement. La coalition C64, je vis Marley Vouvou, je vis Adondombassi, Alain Bolodjoa, je vis, on a mis les photos de Setski Kouni, beaucoup de visages que je vois là-bas. C'est pour dire qu'il est temps. Il est temps pour barrer la route au changement constitutionnel. Nous allons retourner dans la situation de l'Est. Parce que lorsqu'on appelle le référendum, c'est pour vous dire qu'il faut être ensemble. Il faut qu'il y ait la société civile, il faut qu'il y ait l'opposition et il faut qu'il y ait le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'on veut réfléchir à l'avenir de l'État. Et à ce qui concerne les référendums, tout
tout le monde a son devoir de pouvoir dire oui au changement, non au changement. Mais ce que nous traversons aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'il y a l'Est qui n'est pas entrenommé. C'est-à-dire, si Tshisekedi légitimait les référendums, c'est pour vous dire encore Tshisekedi a une fois de plus balkanisé l'Est de la RDC, parce qu'il n'a pas les contrôles de cette partie. Nous avons demandé au président Tshisekedi de pouvoir conduire un dialogue, de créer un dialogue, parce qu'on a compris que le pays est dans une crise de légitimité, le pays est dans une crise politique. Toutes ces deux crises-là nous ont conduit là où nous sommes. Les élections de 2023, il ne faut pas oublier, c'était catastrophique, c'est une chose qui n'a jamais existé. Alors que si aujourd'hui, les pouvoirs veulent changer la constitution, il doit assumer les conséquences, c'est-à-dire il va marcher sur beaucoup de cadavres. Parce que ce qui est en train de se préparer, je peux dire, c'est un coup d'État constitutionnel. Qui est derrière vous? Vous êtes assez rassuré. C'est l'Église catholique qui va vous soutenir? Nous travaillons en tant que force politique, l'opposition en République démocratique du Congo, celui qui nous appelait hier les opposants pétés. Mais c'est celui-là qui a toujours peur lorsqu'il voit les opposants dans la rue. Ils en voient aujourd'hui, chose grave. L'IDPS fait sa loi dans ces pays. Nous avons l'IDPS qui a vêti les forces du progrès, qui a acheté le machette aux forces du progrès, qui a acheté les armes aux forces du progrès, qui interdisent même aux citoyens, même ne fût-ce qu'une marche de santé, vous ne pouvez pas le faire. Le monsieur qui a interdit des manifestations s'est ravisé. Il a présenté des excuses officielles. Il a pris cette parole en tant que qui? Tout le monde. Vous savez, nous sommes des scientifiques. Même si je soutenais les pouvoirs, face à ces bavires-là, ce sont des gens qu'il faut arrêter. On ne peut pas jouer avec toute une nation. Les peuples restent les souverains primaires. Les peuples restent les chefs de tout. Parce que ceux qui nous dirigent, tu sais que des consorts sont des esclaves de la population. Nous les avions mandatés pour nous défendre. Et alors aujourd'hui, si on veut ramener le machette dans les rues, commencer à traquer tous les citoyens qui veulent manifester, mais c'est un devoir constitutionnel. La manifestation en République démocratique du Congo, dans son article 8 même, l'opposition est reconnue. Alors si aujourd'hui Tshisekedi oublie qu'il est venu de l'opposition, qu'est-ce que nous allons dire de ce pouvoir? On ne peut pas se laisser faire. Et nous allons barrer. La coalition que vous avez visée, tout notre soutien. Donc nous n'allons pas laisser un seul moment à Tshisekedi de pouvoir faire un coup d'État constitutionnel. Parce que lorsqu'il fera le coup d'État constitutionnel, il va nous amener à l'époque de Mobutu, qui est passé au coup d'État constitutionnel, au coup d'État, comme on appelle, l'acte constitutionnel, et il voulait remplacer les régimes que lui a trouvé qui étaient établis légalement. Donc moi je pense qu'aujourd'hui Tshisekedi doit comprendre qu'on ne peut pas jouer avec la vie de l'État. Lui a fait des mandats, il peut respecter la Constitution comme ça se dit. Il a fait des mandats, les mandats du président de la République, il est élu une fois renouvelable aussi. Alors que le président est arrivé au bout de son mandat. Pourquoi pas n'a pas révisé la Constitution dès l'arrivée au pouvoir? Et pourquoi il veut maintenant à la fin réviser cette Constitution? Il faut comprendre que la révision constitutionnelle ou les référendums, ce sont des élections. Ça va nous coûter beaucoup d'argent. C'est plus de 2 milliards que ça va coûter à la République. Alors qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de routes. Nous n'avons pas l'électricité. Ici, chez vous, vous travaillez avec les groupes électrogènes. De quoi vous avez peur? Ce qui population, ils allient contre changement. Elle va s'exprimer. Si elle est pour, elle va s'exprimer. Je vais te dévoiler. Vous pensez que ce référendum ne sera pas ne sera pas démocratique? Vous savez, c'est tout le monde qui dit que non. Ils ont déjà récolté un échantillon à ce qui concerne la révision constitutionnelle. Je vais vous dire, cette manœuvre a été faite depuis 2020. Je vais y revenir. C'est depuis 2020, il y a un monsieur, à partir de monsieur Mirande, il vit au Kasaï, chez les Kamounan Sapu. Ce monsieur, dès que Tshisekedi était arrivé au pouvoir, d'ailleurs, celui avec qui nous causons, c'est son avocat. Donc ce monsieur a déjà établi un échantillon de 100 000 personnes. Ils ont été ici à Kinshasa, GB. Je les ai rencontrés moi personnellement. J'ai son numéro aussi. Ils m'ont dit clairement que non, nous sommes en train de travailler. Ils avaient plusieurs bulletins. J'ai des images. La justice est en train de me suivre. Au cas de mon interpellation, je vais brander les images. Ils sont venus avec des bulletins encerclés dans une maison à GB. Ils étaient en train de remplir au nom du souverain primaire congolais comme 100 000 échantillons. Pour les référendums. Pour les référendums. Ça s'est passé depuis 2020. Je vous dis.
C'est depuis 2020 que celle-ci a passé. Je rappelle que Tshisekedi est arrivé au pouvoir en 2019. Et Mirande et Mardoché Séné. Tshisekedi arrive au pouvoir en 2019. Une année après, il prépare tout ça. C'était déjà un projet déjà bien assis. Mardoché Séné qui dit aujourd'hui que le président n'a pas une mission, il n'a pas un mandat, il a une mission. Il est aussi inclus dans ce projet. Lui encore, il vous dit qu'il a déjà 100 000 échantillons de ce travail de référendum. J'ai dit des choses que je maîtrise. Son avocat était mon avocat à l'époque. Mirande, que je dis, il est à Kamouenan Sapou, était ici logé à GB pendant un mois. Avec ses amis, sont venus avec une délégation de plus de 10 personnes où ils ont rempli tous ces échantillons, y compris Mardoché. Merci beaucoup. Je vais revenir vers vous. Révision de la Constitution, M. John Mukongo. La coalition C64. Interrogeons d'abord la loi, ce que dit l'article 64 de la Constitution pour permettre à l'opinion qui nous suit de comprendre de quoi s'agit-il. Et la question que je vous pose est celle de savoir, est-ce que l'opposition qui est aujourd'hui divisée, presque inexistante, peut empêcher Tshisekedi et son régime de changer ou de réviser la Constitution? Bon, je ne voudrais même pas d'ailleurs répondre à la seconde question par la simple et bonne raison que tout Congolais sérieux sait très bien que l'opposition en RDC n'existe plus. Tout observateur averti peut comprendre aussi par des termes clairs que l'opposition n'existe plus. Même cette histoire ici de C64, ce n'est qu'une aventure, une répétition, c'est du déjà vu. On sait comment ça va finir. Ça, je ne voudrais même pas embrayer là-dessus. On va d'abord commencer par dire ceci. L'article 64 dont les opposants font allusion ne peut pas s'appliquer dans les cas du régime actuel. Comment? Expliquez-nous. Ah voilà, on va commencer par lire. Article 64. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force, par la force. Premier élément. Or, on est tous été témoins ici que Tshisekedi n'a pas pris le pouvoir par la force. Il a été élu à plus de 72%. Donc, on ne peut pas appliquer cet article dans les cas sous examen. Ou qu'il exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Deuxième élément. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Tshisekedi exerce son mandat en violation de la présente Constitution? Non. Alors de quoi parlons-nous? L'article 64, je regarde le monsieur de l'opposition, il fait trop de déclarations que je laisse à son entière responsabilité. L'article 64 ne peut pas s'appliquer dans les régimes actuels. C'est impossible. Dites-moi, par où vous allez commencer? L'article 64 devrait s'appliquer dans les cas de Nanga. Parce que Nanga, c'est un groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force et l'exerce en violation des dispositions de la Constitution. Parce que la seule voie légale pour accéder au pouvoir reste élection. Exactement. Et non la rébellion. Au nom de quoi Corneille Nangaa a agi dans la partie qu'il occupe, parce que je vois que mon frère aussi, il exagère beaucoup, où l'Est du pays est sous le contrôle. Non. Il faut être mesuré et pondéré. Il ne faut pas globaliser les choses comme si c'était tout l'Est, non. Ils occupent que quelques villes et puis quelques villages. Qu'on va d'ailleurs reprendre, ne vous en faites pas. On dit qu'il exerce en violation des dispositions de la Constitution. Tous les visages que je vis là-bas, excepté peut-être Martin Fayoulou, le seul qui a pu condamner ouvertement l'agression rwandaise et ses supplétifs. Les gens que vous citez. Moïse Katumbi aussi a condamné l'agression rwandaise. En aucune fois. Moi je l'ai suivi personnellement. En aucune fois. C'était en quelle période? C'était en quelle époque? En aucune fois. S'ils sont sérieux, ces gens-là de C64, ils devraient commencer par condamner ceux qui cherchent à accéder au pouvoir par le moyen non constitutionnel. L'opposition armée. L'opposition armée. On a vu Tshisekedi battre campagne ici sur toute l'étendue du territoire. Il a accédé au pouvoir par le voie autorisée. Mais maintenant, si vous voulez appliquer l'article 64, vous passerez par où? Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément,
Là où maintenant je voudrais appeler mon frère ici, il s'autoproclame. Au Congo, il y a des gens comme ça. Cardinal de la politique. Il s'autoproclame, il porte même la croix. Je rappelle qu'il est catholique. Ben, voilà, je le concède moi de toute façon. Et puis il aura un problème avec son vieux Ambongo. Le piège maintenant, c'est où? C'est à l'alinéa D de l'article 64. L'alinéa D de l'article 64 dit. Voilà. On interroge la loi. On interroge la loi parce que des fois les gens viennent ici avec des déclarations, mais ils ne savent pas qu'au fond, il y a un problème, il y a peut-être des pièges qui peuvent les rattraper par la suite. L'article dit ceci. Toute tentative, parce que l'objectif de cette histoire-là, c'est bloquer Tshisekedi. Voilà. Bloquer Tshisekedi. Qui ne change pas la loi mère. Non seulement qu'il ne change pas la loi, mais qu'il dégage. On voit dans les réseaux sociaux, non, on doit l'arrêter, La Constitution dit ceci. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel, toute tentative de renversement, celles qu'ils sont en train de faire là, constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. Ces gens-là vont se faire prendre comme des petites souris. Parce que Tshisekedi, dans sa stratégie, savait que je pose le problème pendant que j'ai la légitimité. J'ai entendu encore mon frère ici dire non, il y a crise de légitimité. Vous parlez de quelle crise de légitimité? L'opposition est simplement nostalgique de la période de Kabila. Kabila, le problème s'opposait parce qu'il était fin mandat, il n'a pas organisé les élections à temps et finalement il voulait continuer comme ça. C'est en ce moment-là qu'on peut parler de la crise de légitimité. Mais vous parlez de quelqu'un qui a eu le suffrage du peuple, qui a été élu, qui a pour circonscription toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo, qui serait en crise de légitimité. Légitimité par rapport à quoi? Légitimité par rapport à ses propos. Il a dit, si le peuple veut que je fasse un troisième mandat, je le ferai. Ça, c'est un autre débat. Si le peuple veut, il dit si le peuple... Est-ce qu'il a dit que moi, tu sais que m'impose en tant que... Il avait aussi dit qui peut empêcher, moi, le garant de la nation, de changer la constitution. Mais bien sûr, parce que... Bon, mais le peuple peut l'empêcher. Non. Via les référendums. Déjà, moi, je ne voudrais même pas utiliser certains concepts qui ne cadrent pas. J'ai entendu encore mon frère ici parler du changement de la constitution. Non. On ne peut que parler de la révision constitutionnelle qui est prévue. Et non le changement. Non, mais comment on va parler du changement? Mais le changement est un mécanisme qui n'est perceptible que par des initiés. Bon, là, ce n'est pas peut-être la question du jour, restons dans les débats. C'est-à-dire, même en scriptant le profil des acteurs qui composent cette histoire-là de C64, mais on peut comprendre, il y a de ceux-là qui sont en collision avec l'ennemi. On a vu de Seth Kikouni, on a vu de Moïse Katumbi, on a vu Kabila. Mais moi je me dis, à un certain moment, les gens n'ont plus de valeur. Comment Fayou Loupé s'associe avec Kabila? Quelqu'un qui l'a combattu hier. Quelqu'un, même les Américains savent. Et Kabila est même... La politique du temps est dynamique. Non. Les ennemis d'hier peuvent devenir des amis d'aujourd'hui et vice-versa. Le dynamisme de la politique ne doit pas nous amener à oublier des valeurs. Kabila, de toute façon, c'est quelqu'un qui est déjà condamné à mort. Pour moi, Kabila n'existe plus parce qu'il est déjà condamné à mort. Sur le plan métaphysique, Kabila n'existe plus. Et maintenant, le piège, c'est quoi? On dit, article 64, ok, voilà, partez. Et il y a maintenant l'article 5. Qui dit quoi? Que le peuple a le devoir d'empêcher toute tentative de renversement du pouvoir. Voilà maintenant le pouvoir. Et vous accusez plutôt l'opposition de vouloir renverser le pouvoir. C'est ça le schéma. C'est ça le schéma. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est ça le schéma en fait. Malheureusement, d'ailleurs, ça passera par où? Par quelle opposition? On voit que l'opposition dans les réseaux sociaux et les quelques-uns qui font des émissions, qui les plus courageux, un peu comme mon frère Jean-Roger Makimouna. Il y a quand même des opposants. Comme qui? Vous citez qui? Il y a Marlène Vouvou. Marlène qui? Marlène Vouvou. Non, qui est tout le temps dans des débats pour défendre la loi mère du pays. Il est dans les débats sans comprendre même. Il y a Jean-Pierre Maloula que je salue. Et donc Manoka. Ils font les débats sans comprendre, sans avoir de prérequis.
les matériaux de base pour faire les débats du changement, de la révision ou de l'adoption d'une nouvelle constitution. J'entends toujours des choses, je me dis, mais ces gens parlent de quoi? Ils parlent de quoi? Est-ce que Tshisekedi a dit qu'il va changer la constitution? Il a dit où? Il a dit, si, d'accord, nous comprenons, merci. Jean-Roger Makimouina, on vous accuse, vous, de l'opposition, de vouloir renverser les pouvoirs alors que la seule voie légale pour accéder au pouvoir reste jusque-là l'élection. Moi, je pense que lorsque nous débattons ici, on doit aussi être pragmatique dans certaines choses. Lorsque nous évoquons la situation de l'Est, certaines personnes, à l'époque même, pensaient que si Goma, Bukavu tombaient, ou les deux provinces, si ces provinces-là tombaient, que ça n'allait pas impacter la vie des Congolais. Vous savez bien que Kinshasa reçoit ceux qui viennent dans les provinces. Et il ne faut pas oublier que Sud Kivu, Nord Kivu, nous avons de grandes barrières. Les plus stratégiques qui nous ramènent de l'argent. La barrière de Ruzizi, Ishisha, Kiwanja, Ishanga. Toutes ces grandes barrières-là ramènent de recettes au nom de la République. Actuellement, on n'est plus en possession de cet argent. Vous avez vu aujourd'hui, les fonctionnaires sont en train de subir avec le paiement. C'est parce que nous avons des vues stratégiques. Mais c'était fini. Apparemment, vous n'êtes pas dans ce pays. Revenir à la normale. Apparemment, vous n'êtes pas dans ce pays. Apparemment, vous n'êtes pas dans ce pays. Vous êtes fonctionnaire. Vous n'avez pas vu les fonctionnaires faire des marches dans ce pays. Nous sommes au mois de mai, le mois de mars, le mois d'avril, le mois de février, voire même le mois de janvier. On a cherché ici, ce régime a cherché les gens. Écoutez, le régime a cherché des gens pour se faire endetter. Vous n'étiez pas au pays. Non, monsieur, s'il vous plaît. On ne dit pas comme ça. On ne dit pas des choses comme ça. Il ne faut pas dire des faussetés aussi à la télévision. Non, moi je vous dis ce qui est réel. On est arrivé. Mais vous êtes témoin, non? Non, je vais vous expliquer certaines choses. Non, mais c'est ma parole. Des paiements ou bien de l'endettement? À un moment donné, de janvier jusqu'au mois de mars, voire même avril, le gouvernement était incapable de payer les fonctionnaires. Mais vous n'avez pas vu de motion à l'Assemblée nationale où on voulait destituer les ministres de la Finance. C'était pour quelle raison? Nous voulons comprendre. Quand vous dites que le gouvernement était incapable de payer les fonctionnaires, ont-ils été payés vrai ou faux? Ils ont été payés. Mais pendant que quelqu'un qui doit être payé, admettons la fin du mois, les 25 ou les 30 nets, celui-là n'est pas payé. On arrive jusqu'au 15, il s'est fait endetter quelque part. Et une fois le temps le paye, ces citoyens-là, ces fonctionnaires-là, il sera à mesure de faire vivre sa famille parce qu'il est d'abord redevable là où il a pris l'argent. Et vous payez les fonctionnaires le 15. Mais le ministre l'a déclaré ici. Ils ont même accusé le gouverneur de la Banque centrale qui était à la base de tout ça. On n'était pas ici au pays. Et je pense que lorsque mon frère parle que l'opposition parle de changement constitutionnel, ce n'est pas l'opposition qui parle de changement constitutionnel. Nous, jusqu'à présent, nous sommes sur l'article 218 qui dispose de la révision constitutionnelle. Vous comprenez? Il est contre le changement. Alors, il a dit que c'est l'opposition qui parle du changement constitutionnel. Nous ne parlons jamais du changement constitutionnel. C'est Kabouya qui parle de changement constitutionnel, qu'à l'époque de Mobutu a changé la constitution 17 fois. Preuve en est que la fois passée même, j'avais dit ici que Mobutu n'a pas changé la constitution 17 fois. Et si Kabouya, soi-disant quelqu'un aujourd'hui au pouvoir, qui a combattu la dictature de Mobutu, doit prendre Mobutu comme un exemple, c'est qu'il y a un problème qui ne va pas. Et lorsque Mbata ici, qui a défendu, le vôtre qui a défendu la constitution, qu'il a traité que tout celui qui va toucher la constitution, c'est comme quelqu'un qui a violé sa mère. Donc vous, aujourd'hui, vous êtes prêts à violer vos mères. Vous avez accepté de violer vos mamans. Parce que Mbata qui est avec vous, vous l'avez accepté à l'époque dans l'opposition à l'INC même où il était. Il dit que non, toucher à la constitution c'est un crime imprescriptible. Et si quand ce qu'on et le faire c'est violer sa propre mère. Voilà, je dis l'IDPS maintenant avait violé sa propre mère. Et tous les cadres de l'IDPS veulent violer ses mamans. Il y a le ministre Didier Boudimou. Qui vous aide à faire la campagne chaque jour, Tina 3. C'est lui-même qui parle de Tina 3, c'est lui-même qui revient encore au changement constitutionnel. Il a dit au stade des martyrs, nous étions là, les jours qu'on a reçu les joueurs. Vous comprenez? Alors, si vous dites que c'est l'IDPS en principe qui ne maîtrise pas ce qu'ils doivent faire, et si nous partons à C64, moi je dirais que
Tshisekedi sait qu'ils veulent faire, c'est un coup d'état constitutionnel. Et lorsque mon frère encore parle ici que non, Kabila c'est déjà un condamné à mort, ils savent quelle justice qui a condamné Kabila. Et traite Kabila de Rwandais. La justice, par ces faits qu'il a rétablis, a condamné Kabila par défaut comme un Congolais de père et de mère. Où en sommes-nous? Mais Kabila aussi ne veut pas le faire comprendre qu'il est Rwandais. Kabila a l'air dit que je suis Congolais. Le fait qu'ils sont en train de tout faire d'inciter Kabila à sortir de ces pays, Kabila vit que là où il est libre d'aller vivre, c'est à Goma. Goma, c'est dans les territoires congolais. Mais c'est de la rébellion qu'on se le dise. Tshisekedi, Etienne, il est là. Etienne Tshisekedi, qui est allé tenir les meetings à Kisangani en 2003. Il était où? La rébellion l'a sécurisé, on lui a logé. Il était là en tant que qui? Félix Tshisekedi, qui a même, lorsqu'à l'époque de Mobutu, on leur a refusé le poste de premier ministre. Qu'est-ce qu'il a dit? Ils vont soutenir la rébellion. Il a dit ça parce que, ben, vous avez un président lui-même qui oublie des choses qu'il est en train de dire. Israël Moutombo a rappelé président. On le bat qui saute comme président, policier, et tout. Ah bon? Moi j'avais dit ça. Alors imagine un peu si on voit, on doit aussi défendre Tshisekedi, qui demande encore pardon à Paul Kagame, qui n'a jamais tenu des propos belliqueux à l'encontre de Paul, à l'endroit de Paul Kagame, qui encore demande pardon à la moindre escarmouche. Non, j'ai été trompé. Nous avons lu ici la loi portant organisation et fonctionnement de l'armée. Nous avons encore lu la loi même portant aussi organisation de la garde républicaine, où nos frères sont en train de mourir ici. Dans le chapitre 6, si vous lisez cette loi, on vous dit toute balle qui sort d'une arme d'une garde républicaine, c'est sorti sous l'autorité du président de la République. Mais vous êtes présents ici, c'est dans la loi portant organisation de la garde républicaine. Chapitre 6, article 9. Okay. Alors tout ce qui s'est passé ici, nous sommes où? Et aujourd'hui, Tshisekedi doit être modèle dans ces pays? Non, il a fait son temps et il ne reste que peu de temps. Lui-même a dit qu'il peut m'interdire, moi, de changer la constitution. Tant oiseau tambola, il est en train de voir un peuple marcher à pied. Et ce même peuple-là va nous permettre à nous donner de l'eau. C'est quoi les changements de la constitution? Les changements de la constitution? Oui. Et pour vous, c'est quoi? Parce que c'est lui qui a la police de me poser la question. Désolé, en tout cas, c'est un débat, on peut échanger. Vous comprenez? Donc si Tshisekedi veut changer, comme on nous dit, Kabouya qui parle de changement constitutionnel, Mbata qui parle de changement constitutionnel, Didier Boudimbo qui parle même de ce changement constitutionnel, c'est-à-dire Bango Baeba qui déjà Loko Basalaki. Je vous ai cité quelques éléments ici, de Mirane Marseille, Mardoché Tsele, ici à GB. Ils ont déjà planifié la carte. Mais nous, ce peuple-là, qui n'a pas de l'eau, qui n'ont pas de routes, l'électricité. Je ne pense pas que ce peuple va donner encore un troisième mandat. Tu sais ce qu'il dit. Très bien, Monsieur Roger, toi, dernier sujet, avant d'accorder la parole à Monsieur John Mukongo. Tomoni coalition, coalition C64 avec Djiba Yamapia, il a mis en place une coalition citoyenne pour la nation. Et il a appelé à une marche le 5 juin 2026. Pour objectif, soutenir le régime, soutenir le changement de la Constitution. Alors, la question que je vous pose, nous avons d'un côté Djiba Yamapia et quelques pasteurs que Moïse Katumbi, Moïse Mbi est plutôt qualifié de lépreux. Et de l'autre côté, nous avons l'église catholique, j'ai suivi le cardinal Ambongo, plutôt Ambongo, oui, qui dit qu'au moment opportun, il va demander à ses fidèles de marcher pour barrer la route à toute tentative de changement de la Constitution. D'abord, bipolarité, on a l'église. Ça peut créer quelque chose dans notre pays. À nos pères de l'église catholique, c'est depuis l'époque de Mobutu que l'église catholique a continué à contribuer un plus pour ces pays. Et je vous précise encore que depuis l'époque de Mobutu, vous avez connu les cardinaux qui sont passés, Mosengo, Malula, et personne a été dans le pouvoir ou au pouvoir. Ils ont toujours été aux côtés de la population qui souffre. Je salue le cardinal Ambongo, il venait de l'Inongo, où il est allé conscientiser certaines familles. Il a constaté ce qu'il a constaté. D'abord, il a vu qu'il y a l'absence de l'autorité de l'État. Ici, nous parlons en tant qu'analystes, nous parlons en tant que patriotes. Donc quand nous venons ici, c'est pour donner au président le plus de solutions là où il est bité. Parce que tout cela qui vient nous dire que non, il faut appuyer le changement constitutionnel, il faut aller TINA 3, ce ne sont que de flatteurs. C'est comme Bazo Kotier là, Mabaya Awana entré à
il y a comment, il y a OIA, batondi si on a pour amona bango, que non, bazo soutenir. En réalité, le peuple n'a pas besoin de ça. Le peuple a besoin que tout ce qui nous dirige là mette d'abord le plan d'action au milieu, donc, comme l'UDPS l'a dit, le peuple d'abord. Udjibayama qui n'a pas droit de mettre en place cette coalition. Il n'est pas modèle ce type. C'est une vraie rebelle. C'est question de modèle bien de droit. Et Djiba, c'est fait pasteur. À droit ou pas? Je dis ceci. Moi, je ne suis pas là. J'ai une tête qui réfléchit quand même. Il y a ma scientificité qui est en place. Comment celui qui a tué nos Congolais hier, avec RCD Goma, qui a postulé même comme rebelle, et aujourd'hui celui-là construit une église et Batou, alors les 100 qu'il a tués hier, où sont ces âmes-là? Je rappelle que le chef de l'État a prié dans son église récemment. Ça, j'avais parlé des lèvres autobiographiques aussi sur ce même plateau. Tu sais que dit, c'est quelqu'un, quand on l'appelle, il ne refuse pas, il parle parce qu'il a besoin de construire son profil. Et pour lui, aller prier là-bas, c'est valoriser Ejiba selon l'IDPS, selon le pouvoir en place. Moi, je dirais Ejiba en tant que qui, en qualité de qui, il est en train d'organiser une marche à soutenir un changement constitutionnel. Dans ce plateau ici, nous sommes un État hérité depuis le 30 juin 1960. Nous avons la légitimité et la légalité. Ces deux pouvoirs-là nous ont donné la possibilité de nous défendre en tant qu'État. La RDC, c'est une puissance. De même que la France, de même que les États-Unis. Tous ces pays sont de puissance comme la République démocratique du Congo. Et le président, par rapport à sa diplomatie, il ne pense pas qu'il peut dédouaner les peuples congolais sans pour autant aller chercher la vie ailleurs. Ces pays ne méritent pas, n'a pas besoin que l'Occident vienne s'impliquer ici. L'émergence de ces pays ne dépend ni du Moyen-Orient ni de l'Occident. Et Djiba Mampia, c'est un flatteur auprès de Tshisekedi. Ils ont besoin de voitures. Ces gens-là même, est-ce que quand ils prennent cet argent, ils font quoi avec? Quelqu'un qui n'a même pas une école ici, quelqu'un qui n'a même pas un centre hospitalier qui peut permettre aux Congolais d'aller se faire soigner, d'aller étudier. Mais ils sont, parce qu'ils sont affamés, ce sont des analphabètes chrétiens. Tous ces gens-là, ce sont des analphabètes chrétiens. Donc dans les consciencismes, si vous prenez Ejiba, il faudra le mettre de côté. Ce n'est pas quelqu'un qui est modeste. Si Tshisekedi collabore aujourd'hui avec Ejiba, c'est que Tshisekedi, comme ça a été à l'époque, il travaille avec la rébellion parce qu'il a tué nos frères à l'Est. On doit le dire combien de fois. Et il est venu démentir. Je n'ai jamais été député. Papa, l'histoire passe, les émissions que nous sommes en train de faire ici, ça va rester. Même mes enfants, nos enfants vont le voir. Quoi qu'il arrive. Prenons le cas de Mukuna. Prenons le cas de Godin Poi. Poi même qu'on demande hier au Top Congo, est-ce que tu soutiens la démarche et vous avez l'échantillon où il y a la risque qui est déjà bazar pour contre le changement constitutionnel. Alors moi je fais confiance à l'archevêque Ejiba. Basalaki sondage. Basalaki sondage. Mais vous avez procédé de quelle manière? 80% des Congolais consultés sont pour changer la constitution. Ces sondages-là, vous l'avez fait à quel... Ils ont consulté les disciples de leur mouvement, qu'ils appellent les églises. Au total. Ils ont consulté leurs disciples, les peuples qui est floué, la vue de gens qui est en train d'être bâclés dans leur mouvement-là qu'ils appellent des églises. Ces gens-là, même Mukuna ici aujourd'hui, qui veut que Kabila soit à l'extérieur de ce pays, félicitations à lui parce qu'il est à Goma. Et Goma, c'est la République démocratique du Congo. Kabila est là, il ne soutient que le mouvement rebelle. Merci. Si tu sais qu'il voit que Kabila soutient le mouvement rebelle, qu'il fasse la guerre à l'Est, c'est pour récupérer les postes qui sont là. Parce que s'il veut prôner la constitution ou changer la constitution, c'est-à-dire ils ont accepté que la soudanisation soit appliquée dans ces pays. Merci Jean-Roger. Je donne la parole à M. John Mukongo. Udjibayama Pia, et peut-il légalement conduire la coalition citoyenne pour la nation? Bon, je voudrais d'abord revenir sur un certain nombre de choses que j'ai entendues ici, et je voudrais commencer par donner un conseil gratuit à mon co-débatteur. Vous savez, lorsque vous venez à ce genre d'exercice, il faut être les plus pondérés possible. Il ne faut pas exagérer. Tout ce qui est exagéré est insignifiant. Et dans cette exagération, dans cette proportion-là, vous débitez des mensonges. Et des mensonges qui vont toujours vous rattraper par la vérité. Ce n'est un secret pour personne. Le ministre des Finances l'avait très bien expliqué. lors de la conférence de presse du chef de l'État,
que lors des 2 premiers trimestres, on a toujours eu des perturbations et ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Et maintenant, la situation de paye des fonctionnaires est revenue à la normale. Il n'y a même pas raison à s'alarmer là-dessus. Et même lorsque vous dites aussi allègrement que le pouvoir s'endette, je ne sais pas, vous faisiez allusion à des cambistes. Il y a le mécanisme qu'on appelle des bons de trésor que le gouvernement peut émettre pour prendre de l'argent auprès des banques commerciales et puis ils savent comment ils remboursent. Donc il ne faut pas venir avec beaucoup trop de déclarations de façon mélangée. Et s'il prend les fonds auprès de banques commerciales, ce n'est pas une idée parce que ce n'est pas sorti du trésor public. Non, mais la façon dont vous l'aviez soutenu, c'est comme si le ministre des Finances allait auprès des cambistes du coin. Je n'ai pas dit ça. Moi, je n'ai pas dit ça. Il a parlé de l'endettement. Moi, j'ai pas l'endettement commercial. Sinon, je pense que vous avez bien saisi l'essence de mon conseil. Après, je voudrais aussi souligner une chose. Je vous ai posé la question ici. Lorsque vous parlez du changement de la Constitution, vous parlez en réalité du quoi? De quoi? Changement de la Constitution. Tout le monde parle du changement de la Constitution. Je lui ai posé la question. Il était incapable de dire, ne serait-ce que ce qu'on entend par changement de la Constitution. Est-ce que c'est nous qui disons le changement constitutionnel? Mais c'est vous qui parlez du changement. En avoir ne serait-ce que de le changement constitutionnel, c'est-à-dire doit remettre en place de nouvelles institutions, un nouveau président de la République. Il va passer à une restauration de l'autorité de l'État. Voilà. Mais c'est ça. C'est un mélange de pinceaux inutile. Alors c'est vous qui ne comprenez pas peut-être parce que c'est vous qui nous chantez les changements constitutionnels. Le changement de la Constitution, je l'ai dit ici, peut-être certaines personnes, surtout ceux qui... Donnez les conseils à Kabouya, à Mata, parce que nous ne sommes pas de la rangée quand même. Non, je vous donne le conseil parce que c'est vous au fait qui ne comprenez pas la stratégie de ceux qui soutiennent ces narratifs. Le changement de la Constitution est un mécanisme qui n'est pas perceptible aux yeux des non-initiés. Lorsque le secrétaire général de l'UDPS dit que Mobutu a changé la Constitution 17 fois, ce n'était pas qu'il prenait la Constitution, il change la page de garde, il change la police, non. Le changement de la Constitution en réalité c'est quoi? C'est une révision constitutionnelle non autorisée. Parce que la Constitution pose des limites pour une révision. On dit l'article 220 que vous aimez tant, que telle matière ne peut faire l'objet d'aucune révision. Alors dès lors que dans le chef du pouvoir des révisions touche à ces matières-là interdites, on ne changera pas la Constitution comme si on changeait la couverture, non. Cette loi-là qui sera adoptée fera partie de la Constitution de 2006. Alors, donc pour vous, Mobutu n'a pas changé la Constitution pendant 17 fois? Non, il a changé la... Il a révisé. Voilà, il a fait des révisions qui ont touché aux matières intangibles ou interdites. Parce que quand on parle du changement, on bascule à une autre république. Non, pas forcément. Pas forcément? Non, pas forcément. Imaginons maintenant qu'on réduisait, parce que dans l'article 220, certains ne voient que Tshisekedi là. Lorsqu'on parle de l'article 220, il dit, ah, Tshisekedi est là. On parle aussi des attributions des prérogatives des provinces, qu'on ne peut pas réduire les prérogatives des provinces. Mais jusqu'à ce jour, les prérogatives des provinces sont émiettées depuis Kabila. On parle de la rétrocession. Quelle est la loi, une loi de la République qui parle de la rétrocession? Comment on rétrocède aux entités territoriales décentralisées au moment où ils devraient faire la retenue à la source? Donc, changer la Constitution ne veut pas dire forcément basculer à une autre république. Non. C'est simplement réviser les matières qui ne sont pas... C'est la raison pour laquelle Tshisekedi a parlé du 3e mandat et non du 1er mandat. Parce qu'il avait dit, si le peuple veut que je fasse un 3e mandat, je le ferai. Justement, mais voilà, maintenant, pour que le peuple demande ou accorde un 3e mandat, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer la Constitution. Il faut changer la Constitution. Mais il faut pas changer la Constitution. Il faut toucher à l'article 220 de la même Constitution que nous avons de 2006. Dans ce cas, on ne parle plus du changement, plutôt de la révision. Une révision non autorisée. Et ça, c'est un travail de doctrinaire, messieurs, je vous regarde en face. Là, je pense à mon professeur Kamukundi, qui disait que le changement de la Constitution, en réalité, c'est une fraude à la Constitution. C'est ce qu'il faut comprendre. Les gens pensent que lorsqu'on parle du changement de la Constitution, comme si on va basculer à autre chose. Non, on va garder la Constitution de 2006.
Et cette loi-là qui sera adoptée sera la loi portant changement de quelques articles de la Constitution de 2006. Et cette loi-là sera partie intégrante de la Constitution de 2006. Vous voyez ce qu'il faut comprendre. Donc il ne faut pas, peut-être dans leur schéma réflexionnel, ils parlent de l'adoption d'une nouvelle Constitution. C'est ça le concept. Il faut différencier des concepts pour comprendre. Bon, ça c'est trop technique, ou bien je vois mon ami, il est hébété. Peut-être que ce sont des choses qu'il ne maîtrise pas très bien. Il est en train de comprendre. On ne change pas la Constitution en changeant la couverture, non. Ok. Voilà. Oh non, non, ça ne sera pas une nouvelle Constitution, même s'il y aurait changement dans l'entendement des gens qui parlent ici. Il y aura simplement une révision non autorisée, mais qui fera partie de l'architecture constitutionnelle actuelle. Point. Je ferme la parenthèse. Okay. Et puis je vais maintenant parler... Merci pour l'éclairage. Bino Mamadro, ils sont trop techniques. Non, mais après... Certains parlent du changement, vous parlez de la révision autorisée. On ne sait pas qui dit vrai. Non autorisée plutôt, qui dit vrai, qui dit faux. Mais, papa, on est confus. Papa, tout le bagage je vous donne, je vous suggère cet exercice. Posez la question à tous ceux qui disent ou qui sont contre les changements de la Constitution. Pose-leur la question en commençant par lui. C'est quoi les changements de la Constitution? Vous voyez comment il était en difficulté. Parce que c'est technique. Les changements de la Constitution ne se constatent que par la doctrine. Ce sont des concepts doctrinaires. Où est-ce qu'on parle du changement de la Constitution dans notre Constitution? Et pourquoi maintenant Kabouya n'a pas de changement constitutionnel? Kabouya est un politique. Les chefs de l'État... Non, non, mais d'ailleurs le professeur Mbata l'avait déjà si bien dit qu'en changeant la Constitution, ça ne sera pas la couverture qu'on va changer. C'est simplement toucher aux matières qui étaient interdites. Mais vous devez, en fait, je pense que... Non, je vais finir avec... Je termine et puis je vais vous accorder la parole. Je vais finir avec le monsieur ici, le pasteur. Bon, moi, les histoires des convictions personnelles, j'aime pas trop en débattre. Pourquoi? Parce que la Constitution donne le plein droit. Le pasteur Ejiba jouit de ses droits civiques et politiques. Donc personne ne peut l'interdire de prendre une initiative dans le sens de soutenir les régimes ou de ne pas soutenir. Moi j'étais même contre tous ceux qui ont critiqué avec véhémence les messieurs le pasteur ici. Moïse Zimbié. Non, il a le droit, autant que tout le monde, de dire... Certains l'ont soutenu, hein, non, mais bien sûr, mais c'est ça la beauté de la démocratie, lorsque les uns disent non et les autres disent oui. Voilà. Ce n'est pas quand même une parole, même la parole d'évangile, des fois, on en discute. Pourquoi pas maintenant une initiative qui est venue du pouvoir? Les autres ont le droit, comme M. Kimouena ici, il doit aussi féliciter les chefs de l'État pour ça. Là, il parle très tranquillement. Et il va prendre sa moto ici après. Liberté d'expression. Liberté d'expression. Il ne sera pas inquiété. Donc, il doit aussi accepter... Ceux qui sont arrêtés. Bon, s'il te plaît. Parce que vous êtes... Allez-y, nous sommes presque à la fin de l'émission. Vous êtes dans les déclarations. Donc, le pasteur Ejiba Mapia est dans son droit le plus légitime de s'associer à qui il veut. L'article 37 de la Constitution le garantit. Donc, qu'il fasse ce qu'il veut. Il est congolais comme vous. Et puis vous l'accusez ici qu'il était dans la rébellion, qu'il était dans RCD Goma. Bon, moi j'ai suivi son explication. Il a été élu député pour le compte de RCD Goma. Moi j'ai suivi son explication et son explication m'a vraiment paru plausible. Parce qu'il y avait une contrainte en cette période-là. Pour être député, il faut pas être de la société civile. C'est-à-dire la société civile n'était pas éligible. Alors, il était dans l'obligation de s'allier à un parti politique. Voilà. Et puis, il a dit, j'étais membre de ces partis-là, pas pour des raisons idéologiques, mais pour des raisons juridiques. Alors, de ce point de vue-là, moi, je trouve que c'est un faux débat. On a beaucoup de repentis ici. Déli Sessang a été rebelle. Commencez d'abord par parler de Déli Sessang, qui était au front. Il a même sa tenue. Je crois qu'il garde encore chez lui à la maison. Il a sa tenue, sa photo sur qu'il ici avec une arme. Mais vous êtes avec Déli Sessang. Vous êtes avec Jean-Pierre Bemba. Mais bien sûr. Non, il y a des convertis partout. Jean-Roger, vous avez la parole. Commencez par parler de Déli Sessang quand même. Donc moi, je dis ceci pour finir. Laissons chacun dans son rôle. Le pasteur Régis Pia peut faire tout ce qu'il veut, pourvu que ça soit dans le respect du droit. Point, c'est tout. Et vous qui voulez maintenant renverser un régime
légitime, vous allez voir comment on va vous faire comprendre que cette initiative-là sera d'abord contre-productive, ça va aller nulle part, cette histoire-là. Prenons date. Hein. Mais je vous dis, on va revenir aussi pour parler de la question. Voilà. Merci. Jean-Roger, réagissez rapidement sur l'intervention de M. John et puis on va chuter. Votre mot de la fin, puis je vous donnerai la parole. Merci beaucoup. Parce que nous avions passé un débat quand même, on a essayé un peu de mettre certains points à la lumière. Moi, je pense que chacun est venu ici, beaucoup plus on fait, quand on défend les camps, on le défend. Mais moi, je suis là, je parle en tant que patriote, je défends ma patrie. Je ne m'incline pas à Tshisekedi, je ne m'incline pas à qui que ce soit. Je fais comprendre l'opinion qui est en train de nous suivre, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. À ce qui concerne le changement, comme la révision, le changement, comme on le dit, au camp du pouvoir. Parce que dans l'opposition, personne, jusqu'à la preuve du contraire, a parlé de la révision constitutionnelle, a parlé du changement constitutionnel. Nous avions été saisis de l'œuvre sortant du pouvoir, de leur parti. Donc, pour dire que tout ce qu'ils sont en train de faire, même si comme ça sortait de lui d'ailleurs, et qu'ils vont toucher certains articles sans pourtant qu'il y ait une autorisation, c'est ça qu'on appelle le coup d'État constitutionnel. Il est là. C'est un coup d'État constitutionnel. La révision non autorisée. Parce que, oui, la révision non autorisée, qui doivent le faire. Parce que Tshisekedi qui veut que les peuples lui donnent le troisième mandat via référendum. Mais il veut faire une révision non autorisée. Qui a dit que cette révision qui est non autorisée est approuvée par la population? Ici, on accuse les gens. Moi, je pense que depuis l'histoire de ces pays, vous prenez Félix Tshisekedi, vous prenez Étienne Tshisekedi. D'abord, aujourd'hui même, certains ont marché contre Kabila parce qu'il a été sanctionné par les Américains. Mais nous avons dans ces pays, les régimes Tshisekedi travaillent avec ceux qui sont sous sanctions américaines et européennes. J'avais parlé de Kantintima, je n'ai pas de Lambert, mais de tous ces gens-là qu'on sort. Moi, je dis ceci, la révision constitutionnelle non autorisée ou les changements tels que cela est prôné par l'IDPS, c'est-à-dire tout celui qui défend le pouvoir a accepté de violer sa mère. Parce que lorsqu'ils ont parlé des crimes imprescriptibles, à tout celui qui veut réviser ou toucher à cette constitution à l'époque de Kabila, c'est pour dire que non, Kabila voulait violer sa mère. Donc Mbata aujourd'hui, tous ceux qui soutiennent les régimes, ils sont maintenant tombés dans ces mêmes pièges. Merci, voilà. Ça sera votre mot de la fin, Monsieur John Mukongo, votre mot de la fin. Bon, je comprends qu'il y a, j'ai un peu les sentiments de non-achèvement, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, surtout pour aider aussi. Nous allons revenir prochainement. Pour aider aussi nos frères de l'opposition. Voyez la faiblesse de votre opposition. L'opposition n'est pas faible. Si cette opposition n'était pas était faible, pourquoi vous avez armé une milice ici? Vous avez acheté des armes, vous avez donné force de progrès. La faiblesse de qui donne la loi, qui enlève les gens. Tolérance. Non, je ne veux pas laisser ça. L'opposition, que personne ne vous trompe. Tu sais que l'opposition n'est pas faible d'après vous. Peut-être ils veulent voir l'opposition qui a vandalisé le bus hier, les institutions de l'État. C'est là où ils veulent nous amener. Il faut les aider à mettre ces images-là. Ils ont brûlé les bus de l'État, ils ont brûlé les institutions de l'État. C'est l'opposition par laquelle ils attendent que l'opposition à l'élo et les Canada pratiquent. Voilà, les bus, ils ont brûlé les compléments sous les régimes Matata, Kimbuta. Aujourd'hui, les peuples n'ont pas de bis. Toujours tambola makolo na Kinshasa. Babis c'est ça que l'État a bis mon côté. Vous voulez que biso babis somba maki à l'époque de Kimbuta tikala moko na matata. Donc il est que de retumbango les sous pour qualifier biso une opposition forte. Merci beaucoup. C'est ça la mise au point. Monsieur John. Donc vous attendez une opposition qui doit brûler, qui doit saccager le bien, le patrimoine commun. Nous ne sommes pas là-bas. L'opposition d'aujourd'hui, d'ailleurs, Tshisekedi doit être fier de voir une opposition républicaine. Très bien. À l'encontre de ce qui est inférieur. Merci pour la mise au point. Être fier de l'opposition d'aujourd'hui. Voilà, merci. Votre faiblesse. Ça se démontre même. Ça n'engage que vous. Tolérance. C'est perceptible même dans ce que vous dites. Parce que la politique, c'est les rapports de force. Il faut brûler les bis de l'État, c'est ça les rapports de force. Il faut brûler les institutions de l'État. Tolérance. L'argent que vous payez,
S'il vous plaît, tolérance. Les taxes que vous payez. Voilà. Je ne veux pas jouer le même jeu que toi. Non, mais moi aussi, je ne peux pas comprendre que non, que vous poussez évoquer un rapport de force qui doit vous conduire à brûler les bus de l'État. S'il vous plaît, M. Roger, soyez tolérant. À tuer les policiers. Vous avez tué les policiers. Si vous devez pas tuer les policiers. Faites le même exercice. Hein? Oui. Voilà justement. Vous pouvez conclure. Elle se confirme même. Messieurs, vous êtes politiciens, je pense. La politique, c'est les rapports de force. Ça, il faut noter. Trouvez un espace là pour noter. Si vous êtes incapable de renverser la tendance sur le terrain, ne venez pas crier ici. Vous avez compris? Voilà les conseils de l'IDPS. Vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, les troisième donc vous donnez la permission aux Congolais, en opposition, comme sur le rapport de force, c'est ça la politique. Rapport de force. Il faut comprendre dans quel contexte la mobilisation a toujours fini à créer des dégâts dans le pays. Vous faites au moins de marche pacifique. Sans toucher même à une poussière qui se trouverait sur la chaussée. Écoutez, s'il vous plaît. Attendez. Nous sommes aussi sur le débat. Nous sommes aussi l'émission. Moi aussi, je ne peux pas laisser passer. S'il vous plaît. Vous avez parlé de une simple conférence. Mais nous, vous avez des gardes républicaines pour les chasser. C'était dans une salle, mais ce n'était même pas une Jean-Roger souffrait qu'il parle aussi. Vous avez soumis le temps de parler. Il est même sur les plateaux, l'opposition n'est pas si s'il vous plaît. Voilà, chutez rapidement, on doit clôturer l'émission. Soyez tolérants, s'il vous plaît. Organisez simplement des manifestations. Parce que c'est aussi garanti par la Constitution. Personne ne vous empêche d'organiser des manifestations. Vous avez Simplement. On a déjà organisé. Simplement, vous comptez sur l'argent de Kabila, mais il est sous sanction américaine. Vous n'avez rien, même pas, vous êtes incapable de donner un seul mot d'ordre. Je vous rappelle une chose. Qui, du temps de l'IDPS à l'opposition, pouvait tenir un meeting, dire que Kabila va faire un troisième mandat? Qui pouvait se donner ces luxes-là de faire des meetings comme on voit Nouvel Élan et puis beaucoup d'autres partis? Papa, reconnaissez que tout ce que Esbazaïba faisait, tout ce que Faïm faisait, tout ce que Etienne Tshisekedi faisait, apparemment on n'était pas au pays ici. Vous savez, lorsqu'on est faible, on doit d'abord reconnaître sa faiblesse pour créer maintenant des stratégies. Votre problème, c'est lequel? Vous voulez tuer l'IDPS avec sa propre stratégie. Vous savez, aujourd'hui, ce que je regrette est qu'un juriste de circuit soutienne les sanctions américaines parce qu'on a sanctionné Kabila. Moi, je dis ceci. On a évoqué ici les pouvoirs sur la légitimité et la légalité. Pourquoi nous sommes l'État? Pourquoi nous sommes l'État? Nous sommes l'État. Pourquoi? Cette légitimité nous a donné le pouvoir d'agir en tant que tel. Parce que Kabila, c'est fini pour nous. Lisez la je pense que dit là-bas dans votre dictionnaire. Kabila, vous avez acheté les sanctions pour vous éterniser au pouvoir. Kabila vous a donné tout ce que Kabila, que le Congo lui a donné. Vous avez gradé le numéré. Aujourd'hui même, il y a l'article 12 de la charte du statut des accords qui sont en train de signer à Washington. S'il vous plaît, je fais une annonce. L'article 12 dit ceci. Toute l'exploitation minière de nos pays, il faut qu'on doit informer États-Unis sur les quotas minéraux. Mais vous avez vendu le pays. À tous les vous avez vendu le pays. L'Ethnic News Télévision que nous allons revenir sur les débats prochainement. Merci d'être venu. Merci à vous de nous suivre. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Au revoir.